Bonjour, nous sommes mardi 25 janvier 2022. Bienvenue, vous regardez Kiosque avec ce grand retard avec lequel nous commençons cette émission. Merci de votre fidélité. On revient sur les grands titres d'actualité de ce mardi. Donc, ces titres relatifs à l'affaire RAM, avec ces trois sommations judiciaires signées par le tribunal de commerce Kinshasa, Gombe, qui somme Vodacom Congo, qui somme également Orange RDC et Oral de RTL de la République démocratique du Congo. La sommation, je prends la phrase, la sommation demande donc à ces trois entreprises de cesser immédiatement des notifications tout prélèvement des sommes ou titres des RAM à l'occasion de toute recharge de crédit ou par tout autre mécanisme d'accès aux services contractuels entre les requérants et de la sommer, c'est-à-dire les trois au total. Rebondissement dans cette affaire RAM, la décision est tombée le 21, je crois, si ma mémoire est bonne. Nous sommes le 25. Ce débat a été houlé, ça a failli même emporter les ministres de PT NTIC à l'Assemblée nationale. L'Union sacrée s'était réunie en urgence avec le Premier ministre pour que le ministre de PT NTIC puisse présenter ses esquisses aux députés. Et lui, qui était invité à pouvoir dire la légalité et même de cette taxe ou cette redevance. En tout cas, il n'avait pas convaincu la représentation nationale et la représentation nationale avait fait des recommandations. Même la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale avait abondé dans ce sens pour pouvoir retirer et rembourser tout ce que les entreprises de téléphonie mobile avaient prélevé. Mais les ministres avaient répondu en disant que ce n'était pas lui et que les fonds étaient gérés au niveau de la présidence. Rebondissement donc depuis ce 21 janvier. En tout cas, les tribunaux de commerce demandent donc à ces entreprises de téléphonie mobile de pouvoir cesser tout prélèvement. Les états généraux de la presse, le go sera donné aujourd'hui par Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Le chef de l'État sera au centre Nganda pour pouvoir donner le coup d'envoi de ces assises historiques pour l'avenir de la profession. Plusieurs journalistes et professionnels des médias et de micros parlent des réformes concernant les textes de loi, les textes juridiques. D'abord, la loi, le décret-loi de 81 portant statut de journaliste en République d'Isaïr de l'époque, en République démocratique du Congo, et la loi, le décret-loi de 96 sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. On dit que c'est vraiment des documents, des lois obsolètes et qu'il faut le faire avancer par rapport à l'évolution démocratique de notre pays. On va parler peut-être dans les 2 ou 3 commissions qui seront mises en place aujourd'hui ou demain et sur la question de la viabilité des entreprises de presse. Qu'est-ce qu'on appelle véritablement entreprise de presse? La question de la redevance. Jusque-là, il n'y a que la radio-télévision nationale congolaise qui en bénéficie pendant que tout le monde ne regarde pas que la RTNC. Il y a ceux qui regardent CCTV, ceux qui regardent d'autres médias. Mais pourquoi ces médias, qui sont d'ailleurs en règle avec l'État congolais, ne bénéficie pas de cette redevance? Est-ce qu'il faudrait-il ouvrir la brèche pour tous ces médias? Question. Mais pour terminer, aussi les conditions, comment est-ce que nous devenons journalistes dans notre pays? Tout devient journaliste, tout le monde devient journaliste, même ceux qui quittent leur profession, ceux qui échouent au barreau, ceux qui échouent en médecine, ceux qui échouent même chez les mécaniciens, viennent pour devenir journaliste avec un micro, une caméra et aussitôt il a la carte professionnelle. Comment renforcer les conditions d'octroi de la carte professionnelle? Autant de questions qui seront débattues lors de ces assises, j'aimerais dire les assises de vérité pour l'avenir de la profession. L'an 3 du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'était hier, le 24 janvier. Félix Tshisekedi accédait au pouvoir. Hier, on est revenu sur les idées forces de ces 3 années passées à la tête de la République démocratique du Congo, mais aussi que des dénonciations sur des cas de détournement. Alors, les plus importants, est-ce que c'est des cas de détournement qui ont été dénoncés, ou bien les plus importants, c'est que sous Félix, quand même, il y a eu une tentative de la libération de l'espace public, la liberté d'expression. On en parle tout à l'heure avec quelqu'un, lui qui a été au four et au moulin aussi, pour cette alternance. Une première, en tout cas, passation pacifique et civilisée des pouvoirs. Ce n'est pas le cas comme on a vu au Mali, ce n'est pas le cas comme on a vu en Guinée, ce n'est pas le cas comme on a vu au niveau du Burkina Faso hier, ce n'est pas le cas non plus comme on a vu en Tchad.
En tout cas, c'est difficile. On en parle tout à l'heure avec les porte-paroles du CLC, comité laïque de coordination, maître Hervé Diakessé, qui revient sur ce plateau de kiosque depuis cette nouvelle année. Maître, bonjour et bonne année à vous. Bonjour, bonne année Serge, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous rencontrer dans vos nouveaux murs. Merci. Un très beau plateau et toujours une prestation de qualité. Allez, maître Hervé, bienvenue et bonne année à vous. Quand j'ai commencé à faire les sommaires de cette émission, vous avez votre stylo, mais vous avez aussi votre papier. J'ai parlé de cette question des rampes, vous n'avez pas noté, parce que je vous regardais un peu. Et j'ai parlé aussi tout à l'heure là des états généraux de la presse. Vous n'avez pas non plus noté. Mais quand j'ai parlé des 3 ans à la tête du pays de M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, on s'en félicite. Mais quand j'évoquais les cas de la Guinée, le Burkina Faso, je vous ai dit, prendre votre stylo et noter qu'est-ce qui s'est passé. Alors, vous allez vous rendre compte que j'avais noté un élément sur la presse tout de même. Oui. Et effectivement, les derniers éléments auxquels vous avez fait allusion, qui concernent l'actualité en Afrique d'une part, mais qui nous concernent tous ceux qui avons combattu pour l'alternance, qui remarquent un retour des bruits de bottes, un retour en fait à la dictature militaire. Les hommes de kaki qui... C'est très dangereux, mais d'une part, c'est malheureusement le fait de galvauder les jeux démocratiques, les feux de traficoter avec la Constitution. Tout ce que j'ai toujours eu à dénoncer avec les apprentis sorciers, ça nous ramène encore à ces situations-là. Mais quand le moment sera venu, je pourrai beaucoup plus développer sur la question. Allez, merci beaucoup, puisqu'on va parler justement de sujets nationaux, des sujets locaux. Permettez que je vous donne la parole, parce qu'il n'y a pas des invités professionnels des médias. Ils sont tous partis aux assises sur les états généraux de la presse. Donc on va passer 40 bonnes minutes avec vous pour scruter l'actualité. Mais on va quand même au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Finalement, est-ce que c'est Maxime tient encore? Écoutez, j'ai été, moi, au Burkina lors de premières élections. Qui ont porté d'ailleurs au pouvoir Roch-Marc Christian Kaboré. J'avais été invité par un groupe d'associations des jeunes burkinabés et j'étais parti comme formateur en observation électorale et c'était un grand moment parce que c'était un brave peuple qui n'est pas très riche mais qui est pétri d'idéal, du sens vraiment, d'un sens politique très élevé. Ils avaient fait barrage à la tentative de Compaoré de pouvoir déverrouiller la Constitution et de s'accorder un mandat à vie. Ça m'intéressait d'autant plus que nous étions presque dans les mêmes scénarios qui s'annonçaient au pays. Et de voir cette jeunesse qui a fait aussi barrage lors du premier coup d'État, lorsqu'ils avaient mis la première transition, voir ces espoirs aussi gâchés, ça me fait vraiment très mal. J'espère qu'on va vite rentrer dans la normalité républicaine, mais c'est toujours compliqué avec les militaires en Afrique de l'Ouest ou ailleurs. Ils vous disent que d'abord déjà, dans un communiqué, vous dit c'est la transition va revenir à la normalité dans un délai raisonnable. Les caractères raisonnables, c'est eux qui les déterminent. Les délais, c'est eux qui les déterminent. Les contenus. Le contenu, on l'a vu au Mali. Donc, ils vont essayer un peu de débaucher quelques gens pour donner une sorte d'image civile à leur régime. C'est dangereux. L'Afrique, après les indépendances, effectivement, à cause toujours du jeu malsain des politiciens qui essaient un peu d'instrumentaliser la tribalité, la corruption, la gabegie, l'achat des voiles et débauchage, se retrouve à un moment donné, même dans la population, un besoin d'ordre, un besoin de discipline surgit, mais c'est toujours la très très mauvaise option que de penser que les militaires, lorsqu'ils viennent au pouvoir, ils mettent de l'ordre. C'est pas ça leur place. Leur place, c'est dans les casernes. Oui, dans les casernes et assurer l'intégrité du territoire national, mais ils doivent être respectés, ils doivent être, n'est-ce pas, mis dans les conditions de faire le travail. Contrairement à ce que nous avons vu sur Alpha Condé, je crois que Roch-Marc Christian Kaboré est venu après le coup d'état de Blaise Compaoré. Oui, parce il n'est que dans son mandat légal. Je crois que c'est les deuxièmes. Il vient d'être élu. Enfin, c'est pourquoi il faut toujours faire la part des choses. On peut avoir été constitutionnellement et légitimement élu, et démocratiquement, et n'est pas exercer les pouvoirs démocratiquement. La situation du Burkina est assez complexe, donc je ne veux pas m'hasarder à faire des analyses des cafés de comptoir. J'ai juste compris les revendications militaires
n'ont rien à voir avec le fonctionnement de la démocratie burkinabé. C'est bien malheureusement. Ce sont des simples, ce sont pas des simples, mais ce sont des revendications graves, c'est vrai. C'est lié à la lutte contre le terrorisme, c'est lié aux dotations dont ils ont besoin, mais ce sont, si je peux utiliser cette expression, ce sont des revendications syndicales. Mais de là à mettre fin à un mandat d'un président élu, à dissoudre les institutions et à dissoudre la Constitution, c'est très grave. Mais ça m'a rappelé quelque chose lié à notre histoire, à notre pays ici. Quand vous avez vu la garde républicaine s'est déplacée pour une vendetta à la résidence d'un élu, du fait d'un acte aussi contestable qui a été le fait de chercher à désarmer un des leurs. Ce sont des signaux dangereux et qui malheureusement n'ont pas reçu la réponse appropriée. Parce que lorsque des troupes décident d'aller régler leur compte alors que nous sommes dans un état de droit et qu'il y a un auditorat militaire qui est justement en charge de régler ce genre de situations, s'il y avait eu des policiers qui ont tenté de désarmer un élément de la garde républicaine et qui l'ont fait, il y a l'auditorat chargé de vérifier la légalité de ces actes-là. Maître Hervé, merci beaucoup pour cette corrélation de fait. Mais apparemment, la situation au pays des hommes intègres, je ne sais pas s'ils sont toujours intègres, me rappelle un peu ce qui s'est passé au Mali, au Nord Mali. Les coups d'État, les gens ont dit, ben, écoutez, c'est parce que l'armée n'est pas suffisamment équipée, il faut faire face aux djihadistes, vers Tessalit, vers le nord, exact. Il faut prendre les armes. Est-ce que c'est autant qu'aujourd'hui, nous luttons contre les ADF, nous luttons contre les forces négatives, les FDLR pendant plus de 20 ans, que les militaires congolais peuvent se prévaloir les droits de dire, on chasse un peu Tshisekedi parce que les mâles c'est Tshisekedi, les mâles c'est son gouvernement, on ne donne pas assez d'éléments à l'armée, on ne donne pas assez de dotations à l'armée. Ça, c'est des prétextes fallacieux. Les militaires, chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, ont toujours eu la même antienne, les mêmes argumentaires, voilà, négligence, ce qui n'est pas faux non plus, hein, ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas ça. En fait, si nous prenons d'abord la question de l'Afrique de l'Ouest, vous avez le Mali, vous avez la Guinée, vous avez aujourd'hui le Burkina Faso. Mais l'exemple est venu de quoi? Et d'un côté, attention, parce qu'il y a un problème assez particulier. Hein. Nous analysons à distance, mais si vous discutez aussi avec le Malien moyen, avec le Burkinabé moyen, ou avec les Guinéens, par exemple, moi, ça va vous étonner, mais j'étais d'accord qu'on renverse Alpha Condé. Pourquoi? Pourtant, il avait laissé un bon bilan. Parce qu'il n'a pas respecté ses engagements il s'est limité aux 2 mandats. Ouattara qui n'a pas respecté ses engagements, lui, on ne l'a pas renversé. Alors, c'est ça qui a rendu la CEDEAO dans une situation de discrédit envers les populations de l'Afrique de l'Ouest. Comment la CEDEAO, d'une part, s'est fait les chantres du respect de l'ordre constitutionnel et démocratique, la même CEDEAO a été extrêmement large vis-à-vis des tripatouillages des constitutions par les civils. La CEDEAO qui a envoyé des troupes pour chasser, comment il s'appelle, Adama Barrow. Exactement. Non, le prédécesseur d'Adama Barrow d'ailleurs. Non, Yaya Jammeh. Yaya Jammeh, oui. Mais la CEDEAO qui se montre intransigeante vis-à-vis, par exemple, du putschiste malien. Exactement. Et la CEDEAO qui souffre un peu le chaud et le froid avec la situation en Guinée. Alors, bref, que se passe-t-il? J'aimerais parler un peu en définitive de l'espace francophone africain. Le précaré français et tout ce qui s'ensuit est en ébullition. Il est en ébullition et il faut qu'à un moment donné, l'Afrique puisse régler son compte avec ses vieux démons. Donc il y a toujours un problème entre les discours, l'agir et les comportements politiciens. Le comportement politicien, malheureusement, est devenu un comportement pyromane. Si je prends le Burkina Faso, c'est qu'on reprochait en dernier lieu au président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est la mise en place des unités d'autodéfense, parce que je pense qu'il n'avait plus, lui non plus, confiance en son armée, parce que les positions dans lesquelles l'armée s'est trouvée face aux attaques récurrentes des djihadistes l'ont amené peut-être à considérer que ces troupes-là n'arrivaient suffisamment pas à temps pour protéger les populations qui, elles, avaient besoin de s'autoprotéger. Et il a commencé à alimenter peut-être cela. Mais toujours est-il qu'un président élu ne doit pas être renversé par des troupes militaires, quelles que soient les motivations
motif. Sinon, ça ne va pas. Donc même ici... On aurait compris si c'était un soulèvement populaire. On l'aurait compris si c'était un soulèvement populaire qui discrédite et délégitime l'État et qu'à un moment donné, pour sauvegarder l'ordre républicain, l'armée entre en jeu, mais pas pour régler des questions syndicales. Donc je ne vois pas et je ne souhaite pas, et de toute façon il faudra s'insurger si un jour une unité de je ne sais où décide que à Beni, Boutembo, ça ne marche pas, alors nous mettons fin à l'ordre républicain. Parce qu'il faut comprendre une chose, que ce soit le président Félix Tshisekedi, que ce soit qui que ce soit d'autre à la tête de ces pays, ils sont le fruit d'un combat. Le combat est le combat du peuple congolais qui a versé les sangs. On ne sent pas c'est Félix, président de l'Union africaine, aujourd'hui prendre la question à bras le corps. C'est un peu comme hier, l'Union africaine s'était montrée complaisante dans l'affaire Kadhafi. Et après, maintenant, c'est tout le monde qui commence à pleurnicher. On n'a pas senti l'Union africaine sous Félix. En tout cas, l'Union africaine est en porte-à-faux parce qu'elle a tellement avalé des couleuvres qu'elle se retrouve dans des contradictions. Avec le Tchad aussi. Oui. Félix a presque donné sa bénédiction avec ce qui s'est passé au Tchad. Exactement. On a passé outre l'ordre constitutionnel pour donner le pouvoir à ses fils du président. On passe outre la charte, on passe outre les principes de la charte qui voulait qu'on ne peut pas reconnaître des États ou de gouvernements issus des putsch. On doit faire tout son possible pour revenir à l'ordre républicain. Le pouvoir ne peut plus être entre les mains des militaires. On sait ce que les dictatures militaires ont apporté à l'Afrique, c'est-à-dire zéro, si ce n'est que la répression, si ce n'est que les tortures, si ce n'est que les humiliations et surtout une gabegie totale. Est-ce que Félix et l'Union africaine n'avaient peut-être pas reculé face à la France? Est-ce que c'est que Félix et l'Union africaine ont toléré pour le Tchad? Félix peut accepter que cela arrive chez lui et lui va se dire, bon, comme c'est l'armée qui a pris le pouvoir, moi je laisse tomber et puis que les... Ce sont des mauvais exemples. Voilà. Dans tous les pays, aujourd'hui, on a les militaires qui regardent. Donc si ils ont pris goût, Ils ont pris goût parce qu'ils n'ont pas rencontré en face une réaction forte. Voilà. Vous prenez la CEDEAO, c'est quand même cette armée, notamment l'armée nigériane, qui était partie chasser Charles Taylor. Ouais. Vous comprenez un peu. Donc, à un moment donné, on constate juste les reculs de la démocratie, mais malheureusement, de l'incurie. Malheureusement, maître Hervé, c'est que les dirigeants africains, je vais parler ici du président Félix Tshisekedi, parce que c'est lui qui jusque-là est encore aux manettes, c'est que lui peut trouver normal chez les autres, ça risque encore de se retourner contre lui ou contre quelqu'un d'autre. C'est la dichotomie du discours. Nous avons les grands principes que nous développons chez les autres, dans le sens de l'Union africaine, mais que nous n'appliquons pas chez nous ou vice-versa. Après, chacun dit, ne regarde pas chez moi. C'est dangereux. On a eu la situation au Gabon, où... Jean-Ping est... Exactement. Et où aujourd'hui, tout le monde sait que manifestement, le président Ali Bongo est dans l'incapacité physique d'exercer ses fonctions, mais il y est, à cause d'autres intérêts particuliers entre États. Donc c'est aujourd'hui les divorces entre les principes, les grandes valeurs des démocraties, d'état de droit qui ont été prônées en Afrique et les réalités sur terrain. Mais en même temps que je blâme et je condamne totalement le coup d'État militaire, il ne faut pas rester sur des pétitions des principes. Il faut toujours vérifier les causes qui amènent que les discours militaires soient maintenant justifiés. Certains parlent même d'une nouvelle indépendance de l'Afrique face au dictat français, ce qui est quasiment une erreur. La question n'est pas là parce que j'ai toujours dit, ne reprochez pas aux gens de vous monter sur les dos lorsque votre dos est courbé. Ah non, ça c'est peut-être les discours que les putschistes maliens ont développés parce qu'on a vu qu'il y a une grande adhésion du peuple malien derrière les putschistes, comme pour dire c'est le début de la fin de la France-Afrique. Lorsque on a parlé des sanctions contre la junte militaire malienne, la CEDEAO, effectivement, tous sont partis pour parler de la question de la France-Afrique et ce qui en a découlé. Mais une réalité est, les très mauvais exemples partis de Alpha Condé et de Alassane Ouattara. Très bien. Merci beaucoup à vous, cher maître Hervé Yakessé. Mais si je me permets quand même de faire une petite conclusion, parce que l'Afrique, on n'a pas évolué, c'est-à-dire nous avançons en reculant. Il y a eu une vague de dictateurs africains et après on a dit qu'il fallait passer par les séries de conférences nationales souveraines pour que l'on arrive à accéder au pouvoir par des voies démocratiques, par des élections. L'Occident a semblé nous accompagner dans ce chemin
la fin de la mur de Berlin. Oui. Mais on se rend compte que 15 ans, 20 ans, 30 ans après, ou 40 ans après, nous revenons, nous retournons bien malheureusement. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. Alors, mais pourtant c'est normal en même temps. Dans l'évolution socio-politique des États et des nations, il y a d'abord une phase révolutionnaire, une phase de stagnation, une phase réactionnaire, et après les équilibres. Vous commencez à tirer les leçons du passé Ça, pour c'est savoir... le modèle type de l'Afrique. On ne voit pas Non, ça en non, Europe. non. L'Europe a connu la phase des révolutions, des rois ont été décapités, après il y a eu des phases de restauration, il y a eu des phases enfin des monarchies constitutionnelles et d'autres phases des républiques. Il y a eu partout. Allez, mais merci. on n'est pas obligé de recopier les mêmes erreurs. N'est-ce pas? Il faut savoir les anticiper. Mais ça procède du leadership de ceux qui nous dirigent et surtout de la maturation politique de chaque peuple. Et le rôle de la société civile pour éviter d'en arriver là, en tirant la sonnette d'alarme vis-à-vis de nos dirigeants, lorsqu'ils ont tendance, eux, avec leurs laudateurs et turiféraires, à ne pas comprendre qu'un mandat a un début et une fin et qu'on n'est pas un demi-dieu chargé de tout résoudre. On fait sa part et on part. Il faut un discours de fermeté vis-à-vis de cette armée. Il faut un discours de fermeté vis-à-vis de l'armée et en même temps la doter des moyens nécessaires. Oui. Très souvent, si vous remarquez aujourd'hui, dans le temps, c'était des coups d'État des généraux. Hein. Maintenant, ce sont des coups d'État. Hein. Il y a des hommes de troupes avec des gradés, mais qui ne sont pas des très très hauts gradés. Là, c'est un lieutenant-colonel. Très bien, merci beaucoup. Maître Hervé Diakessé, qui est avec nous sur ce plateau de kiosque, justement, maître, est-ce que de ce qui s'est passé au Burkina Faso, on va revenir ici au pays. Je rappelle pour le téléspectateur que maître Hervé Diakessé est porte-parole du CLC, Comité laïque de coordination. Maître Hervé a été et est toujours avec les journalistes, avec la presse, dans des dossiers devant les cours et tribunaux. Maître, s'il vous a été demandé de placer un mot par rapport aux états généraux de la communication et médias qui s'ouvrent donc aujourd'hui. Le président de la République nous avait promis cela il y a 2 ou 3 ans, oui, qu'il allait faire de tout son mieux pour que nous puissions obtenir ces états généraux, une occasion de se dire de vérité, faire un peu les breaks sur la marche de la profession. Mais vous, quand même, vous nous accompagnez. Vous connaissez comment est-ce que quand on est invité ou interpellé devant tel tribunal, devant tel magistrat, devant tel officier, comment est-ce que vous adaptez, vous avez des difficultés d'adapter nos textes légaux par rapport à l'évolution démocratique? Et un journaliste qui vous dit que réellement Mourou Djambé avait volé la caméra, mais Mourou Djambé, selon la loi, il vous dit, c'est un exemple, oui, c'est vrai que j'avais volé, mais qui t'a donné l'autorisation de dire ça? Ça a porté atteinte à mon honneur. Est-ce que vraiment, quand vous êtes face à tout cela, ça permet à la presse aujourd'hui de pouvoir accompagner les combats de la lutte contre la corruption, de la lutte contre le détournement? Si vous étiez membre dans l'une des commissions aujourd'hui à ces états généraux, vous alliez dire quoi? Alors d'abord, déjà, mieux vaut tard que jamais. Il était temps, hein, vraiment il était plus que temps que vous puissiez vous retrouver et que vous puissiez regarder ensemble vers la même direction, ou au moins que vous mettiez d'accord sur ce qui vous unit et vous mettiez d'accord sur vos désaccords. Ouais. Alors, premièrement, c'est assez intéressant la terminologie qui a été utilisée. Vous ne parlez pas des états généraux de la presse, hein, des médias et de la communication. Parce que les termes presse, en réalité, viennent de l'imprimerie. Voilà. Et fait allusion à la presse écrite. Voilà. Vous voyez, donc ça vous démontre qu'une technologie a créé une activité, et cette activité aujourd'hui a connu des évolutions. Voilà. Mais le gros de votre parcours est resté dans les classiques, alors que votre activité professionnelle est issue de la technologie. C'est l'imprimerie, la presse à imprimer, oui, qui a produit votre profession. On a commencé avec Gutenberg. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, la même technologie a produit d'autres outils. Qui commencent à nous échapper. Qui vous échappent, ouais, mais vous voulez rester dans les concepts classiques d'une technologie antique qui vous avez créée et dont vous avez gardé la terminologie, la presse. La communication est allée au-delà de la presse. La communication passe par des médias qui ne sont plus la presse. Et donc c'est déjà
cet élément fondateur... C'est une donne qu'il faut prendre en compte. Qu'il faut prendre en compte parce que c'est cela qui vous met des fois en difficulté et presque en discussion ou en dispute avec d'autres canaux de communication qui ne sont plus de la presse mais que vous voudriez gérer selon les règles de la presse. Alors, ça c'est la première qui n'ont chose. peut-être pas cette donne, ces donnes qui n'ont peut-être pas été prises en compte par les deux différentes lois, que ce soit portant exercice de la liberté de la presse, que ce soit celle portant statut de journaliste en République démocratique du Congo. D'abord, premièrement, il faut savoir que les lois sont générées dans les contextes qui sont les leurs. Oui. Vos principaux textes fondateurs ont été élaborés à l'époque du parti État. Voilà. Notamment pour l'UNPC qui était l'UPESA, hein, et qui était une branche spécialisée du mouvement populaire de la Révolution. Et c'est lors de la transition des années 90, donc la transition démocratique après le libéralisme politique, que la loi sur la presse, portant une modalité exercice de la liberté de la presse, a été élaborée. C'est une loi du HRPT. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui me fait toujours rire au sujet de cette loi, HRPT, au Conseil. au Conseil de la République, Parlement de transition, voilà. okay, dirigé par Feu les cardinal Mosengo, qui en était le président. Donc c'était dans un compromis entre l'opposition et les Mobutistes à l'époque. Mais c'était une loi qui avançait, mais à cette époque, il n'y a pas de médias en ligne. Non, non. À cette époque, il n'y a pas YouTube. Non, non. À cette époque, il n'y a même pas Internet. Il n'y a pas Twitter, Il n'y a rien du tout. Vous comprenez? Et c'est cette loi qui est encore en vigueur aujourd'hui. Entre-temps, d'autres canaux, d'autres médias, Oui. et même la conception du journalisme a évolué. Hein? Vous avez des blogueurs, vous avez des youtubeurs, et vous avez même les médias en lui-même n'a plus besoin du dispositif qui existait dans le temps. Je peux avec mon téléphone créer l'information, Tout le monde commence à informer. relater l'information, ou je peux juste avec un ordinateur, une caméra et une petite pièce lancer une chaîne. Donc voilà aujourd'hui des mécanismes technologiques qui ont évolué, mais vous êtes resté encore avec le concept de la presse tel que on la est au technologie Moyen-Âge, l'avait comme créé. on dit. Alors, Donc il est grand temps de revoir tous Voilà. ces dispositifs. ça, c'est dans le volet de On n'a pas l'acte tout le générateur. temps. On n'a Mais pas tout le l'autre temps. chose, parce que votre question est intéressante, c'est en ce qui concerne votre responsabilité sur le plan pénal. Il faut dire, il faut se dire, autant je suis à côté de vos confrères pour porter leur voix lorsqu'ils sont en difficulté devant la justice, parce que notre législation pénale ne s'est pas aussi adaptée. On n'a pas, comme sous d'autres cieux, la question de l'exception de vérité lorsqu'il s'agit des délits de presse, la dépénalisation des délits de presse, mais aussi, il faut dire que vous avez un problème de gestion disciplinaire de votre corporation. Parce qu'on ne peut pas non plus douter qu'il existe des journalistes stipendiés par des politiques ou par des officines chargés de salir la réputation des particuliers. Et ça, c'est inadmissible aussi. Donc on ne peut pas considérer que quelqu'un, sous prétexte d'exercer une certaine liberté de presse, est en réalité un mercenaire chargé de porter atteinte et de nuire à la réputation d'autrui. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place. Maître beaucoup, Maître Hervé Diakessé. C'est vrai, on ne veut pas parler de la dépénalisation parce que le sujet est vaste, Oui. mais je crois bien à l'issue de ces assises de 3 jours, on va peut-être revenir sur les grandes résolutions et je vous ferai ce plaisir d'être notre invité pour en débattre avec les participants. Moi-même, j'en suis un, mais malheureusement, je ne sais pas faire ces déplacements parce qu'il faut d'abord honorer l'entreprise qui m'a honoré. Cette émission, ce magazine qui m'a honoré d'abord. Et les téléspectateurs qui adorent vous suivre En tout cas, à c'est un cette heure, contrat. C'est un contrat. absolument. Allez, mesdames, messieurs, bienvenue à vous. Sommation dans l'affaire RAM, registre des appareils mobiliers, des appareils mobiles. Le tribunal de commerce prend 3 sommations contre Vodacom Congo, contre Airtel Congo, contre Orange Congo. Je lis la phrase, je la répète pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Cessez immédiatement des notifications, tout prélèvement des sommes au titre RAM.
à l'occasion de toute recharge de crédit ou par tout autre mécanisme d'accès aux services contractuels entre le requérant et de la sommée. Maître Hervé, ce combat a commencé à l'Assemblée nationale. Ce combat a commencé avec un député national, je me rappelle, Ogi Kalonji, qui avait écrit au Premier ministre à l'époque, Ilunga Ilukamba, de pouvoir retirer ou faire quoi encore de ces décrets-là. Mais la question a été prise en charge par la société civile que vous êtes, la communauté nationale, et même le ministre a failli laisser sa peau. Alors aujourd'hui, il y a une sommation judiciaire. J'aimerais que vous puissiez quand même expliquer aux téléspectateurs c'est quoi une sommation judiciaire en des termes un peu plus clairs et limpides. Absolument, parce que je veux tempérer les ardeurs. Hein. Tout le monde, je vois les médias aussi par sensationnalisme, disent que le tribunal de commerce a pris une décision. Non, le tribunal de commerce n'a encore pris aucune décision. Voilà. La sommation judiciaire, c'est un acte de procédure qui peut être pris soit sous seing privé, c'est-à-dire une correspondance, ou pour ce cas précis qui passe par l'entremise du greffe d'une juridiction, pour donner au contenu un caractère solennel et aussi un caractère d'avertissement. Une sommation est une injonction et un avertissement. Mais ce n'est pas encore une décision de justice, elle n'est pas rendue par les tribunaux. Elle est faite à la requête des personnes citées qui informent ces entreprises que, au regard des dispositions constitutionnelles que vous connaissez, notamment qu'un ordre manifestement illégal ne peut pas s'exécuter et que tout individu est délié du devoir d'obéissance lorsque il lui est fait injonction d'appliquer un ordre manifestement illégal. Que le RAM est illégal parce que l'autorité qui élabore ces dispositifs, donc normalement si c'était un impôt, vous dit qu'il n'y a aucune traçabilité budgétaire. Et ce n'est pas non plus une taxe, parce qu'il n'y a aucune contrepartie avérée. Et qu'à tous égards, son illégalité a été suffisamment constatée. Et que de ce fait, continuer à mettre votre technologie à la disposition d'un mécanisme dont la légalité n'est plus établie, constitue une violation des droits contractuels et qu'il ne pouvant être établi d'impôt que par la loi, or la loi n'a pas établi ça, vous devez cesser. Si vous continuez, il vous sera réclamé ultérieurement, donc par tout acte de prélèvement indu ultérieur, donc tout autre prélèvement au titre de RAM, il vous sera réclamé l'équivalent en francs congolais de 1000 $ par acte de prélèvement, au bénéfice de chaque requérant. Sans préjudice, donc sans compter que nous allons désormais saisir le tribunal, vous assigner en justice et vous réclamer aussi des dommages, intérêts et tout autre intérêt. Donc on en est encore là. Merci. Mais vite, ça, vous avez sauté pour dire que le tribunal a rendu une décision. Oui. Pas encore, voilà. Non. Merci beaucoup. Ça, on appelle ça des sommations judiciaires. Oui. Comment on en est arrivé à la sommation judiciaire? Vous pouvez nous expliquer? Parce que la question, elle a été soulevée à l'Assemblée nationale. Vous avez vu les péripéties jusqu'à ce que la commission ECOFIN a dit qu'il n'y avait pas de traçabilité de cet argent dans le budget national. Exact. Et le ministre a même lâché les mots, il a vendu la mèche pour vous dire que ce n'était pas moi, c'est une affaire du président de la République avec la RPTC qui est gérée à la présidence de la République. Comment on en est arrivé là? Et quelle est la prochaine étape? Très bien. Nous sommes des citoyens. Vous et moi, comme n'importe quel autre citoyen, subit une ponction. Une ponction financière indue, illégale. De ce fait, ce n'est pas un impôt, ce n'est pas une taxe. Tout le monde en conteste la régularité. Mais nous continuons à les subir. Mais nous les subissons par quel mécanisme? Pas parce que des policiers viennent chez vous à la maison, vous les réclamez. Pas parce que des agents de l'État viennent dans votre travail les récupérer. En tout cas, non. Nous ne le subissons que lorsque nous procédons à la recharge de nos crédits d'appel et de télécommunications. Donc, nous le subissons du fait d'un contrat qui nous lie à des entreprises de télécommunications qui sont tenues, chaque fois que j'achète mes crédits, de pouvoir automatiquement me mettre en possibilité d'utiliser ces crédits. Oui. Donc, ils le ponctionnent. Donc, sans
l'appui de ces entreprises, ces mécanismes illégaux ne pourraient pas exister. Non. Donc, qu'est-ce que nous disons à ces entreprises? C'est illégal, et vous le savez. Si vous prétendez que c'est un ordre, voilà. On vous dit, la Constitution vous dit qu'un ordre manifestement illégal ne peut pas être exécuté. Donc, le fait pour vous d'exécuter un ordre manifestement illégal, à mon détriment, constitue une faute de votre part. Et vous êtes allé au tribunal de commerce? Nous allons au tribunal de commerce. Pour le moment, nous leur avons fait une sommation. La sommation de 24 heures pour arrêter. Si après 24 heures, nous constatons qu'ils ont continué à prélever, nous allons au tribunal de commerce en les assignant pour que cette fois-ci, ils soient condamnés à nous payer des dommages-intérêts et à nous rembourser toutes les sommes indues qu'ils ont dû ponctionner. Quel est le mécanisme qui, à partir de la notification de ces sommations judiciaires, quel est le mécanisme qui va vous permettre de détecter effectivement que oui, à partir de la notification, ils ont continué à prélever? C'est des éléments de preuve de tel ou tel Congolais? Vous voyez bien que je ne peux pas développer toute la stratégie de la défense ici. Mais Serge, essayez juste de recharger votre téléphone et vous saurez par quel mécanisme. Dans cette affaire, c'est un peu comme la Bible dit, on a une nuée de témoins. Maître, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance, dès lors que vous savez, vous et moi et nous tous, que Jean-Marc Abound a dit que ça c'est une affaire du président. Il dit que c'est une affaire de vie ou de mort. Quelle est la marge de manœuvre des pauvres télécoms, même si elles savent, ces télécoms, que c'est un ordre manifestement illégal. Mais puisqu'ils aussi sont soumis à des contraintes. Ce n'est pas une affaire de Vodacom, ce n'est pas une affaire d'Orange ou ni d'Airtel. On vous dit que l'argent est prélevé et c'est tel pourcentage qui part pour les ministères, tel pourcentage est retiré par le président de la République, c'est-à-dire l'institution, pas M. Félix Tshisekedi, via son service qui s'appelle, comment vous appelez? La RPTC. Ce n'est pas un combat d'arrière-garde. Le seul combat perdu, c'est le combat qu'on ne livre pas. Les fait que M. Kabound ait émis une opinion m'indiffère à l'extrême. La vraie question est, en tant que citoyen congolais, si vous devez prendre mon argent, vous devez le prendre parce que la loi vous l'autorise. Et vous ne pouvez le faire que par deux mécanismes. Soit c'est un impôt, alors la loi l'a élaboré, soit c'est une taxe, alors c'est lié à une contrepartie. Oui. Si ce que vous me prenez n'est ni un impôt ni une taxe, tous ceux qui vous aident à les faire sont vos complices et doivent rendre compte. C'est aussi simple que cela. Ils n'ont qu'à appeler la RPTC, ils n'ont qu'à appeler la présidence de la République, ils n'ont qu'à appeler Kabound, on se retrouve tous au tribunal du commerce et chacun doit dire ce qu'il fait de notre argent. Non, on dit que déjà vous avez perdu une première bataille avec cette affaire, je ne sais pas moi, de... nous avions assigné l'affaire d'Internet. L'affaire d'Internet, je crois bien qu'on pourra peut-être revenir sur ça prochainement. Non, cher ami, nous n'avons perdu aucune bataille. Ce dossier a été noyé dans les méandres des procédures. Nous avons pu obtenir, et ils ont rendu une décision, où ils se sont déclarés incompétents et ont estimé qu'on devrait aller devant les juridictions administratives. Mais c'était une manière de s'extraire dans cela. Et comme vous savez, mes clients ont estimé que pour ce moment-là, ça ne servait plus à rien. Pourquoi? Parce qu'Internet avait été rétabli. Donc du coup, l'intérêt pour eux de continuer la procédure était moindre. Mais ici, RAM persiste. Maître, quelqu'un vous appellerait Maître Sawadogo, à l'image de cet avocat qui défend toujours des causes perdues d'avance. Mais vous savez que pour de telles choses, pour de tels combats, il faut avoir l'opinion publique avec lui. Êtes-vous sûr qu'aujourd'hui, un seul Congolais, un seul, est d'accord avec RAM? Il n'y a aucune cause perdue d'avance. La seule cause qui soit perdue est celle pour laquelle on ne se bat pas. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la cause est légitime. La cause ici concerne quoi? C'est un système d'escroquerie, c'est du vol organisé, c'est une violation de la loi. Dans un état de droit, un peuple de moutons engendre toujours un gouvernement des loups. Mais si vous continuez à vous laisser tondre comme des moutons... Une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour débattre de cette question, mais finalement... c'est abouti à nom de boudin. Alors dans ce cas, vous restez pleurer et on continue à vous ponctionner votre argent et vous dites que vous êtes le peuple congolais, debout, congolais.
C'est vrai, vous êtes digne de l'héritage des pères de l'indépendance. Des bouts congolais. Alors, si nos ancêtres avaient réfléchi comme ça vis-à-vis de Belges, nous serions encore une colonisation. Alors, maître, justement... Si nous avions réfléchi comme ça, parce que nous avait dit aussi, face à Kabila, c'est un combat perdu d'avance, il sera encore en fonction. Il n'y a les seuls combats qui est perdu et celui qu'on ne livre pas. Non, cette cause est juste, elle est légitime. RAM est une escroquerie et ceux qui sont en train de prendre notre argent les font illégalement et nous sommes des citoyens congolais, nous avons le droit de réclamer notre argent. Nous ne demandons pas l'aide des individus, il s'agit de notre argent. Nous ne réclamons pas la pitié, nous ne mendions pas les secours de quelqu'un. Des gens ont volé notre argent, ils continuent à les faire, nous avons le droit de réclamer. Et pour le moment, nous les réclamons en utilisant le voie d'état de droit. Mais quand nous allons nous taire, ceux qui les réclameront, parce qu'ils vont continuer à les réclamer, je ne voudrais pas être à la place de ceux qui continuent à garder cet argent. Ils les réclameront autrement. Peut-être dans la rue. Certainement. Mais aujourd'hui, vous dites nous sommes dans un état de droit. Ne réclamez pas dans la rue. Saisissez les cours des tribunaux. Et nous allons saisir les cours des tribunaux. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a notifié à ces entreprises, on leur a donné les dispositions légales qui font qu'ils n'ont plus le droit de prendre l'argent, notre argent. Il s'agit de notre argent, Serge. Ce n'est pas l'argent de Vodacom, ce n'est pas l'argent d'RTL, ce n'est pas l'argent d'Orange, ce n'est pas l'argent de la RPTC. Et ceux qui élaborent les lois pour prendre l'argent légalement vous disent que ce n'est pas prévu. Alors, maître, vous pensez qu'un jour, ceux qui... Bon, vous les réclamez aujourd'hui par la voie des cours des tribunaux, les autres les réclameront peut-être demain dans les rues. Vous pensez que les autres, encore pour terminer, les réclameront dans les urnes en allant voter et penser au RAM, dire ces gens ici, parce que nous sommes déjà en plein troisième thème de notre émission, qui est le bilan du président de la République. Un bilan qui a été marqué, hier je parlais des idées forces, de la gratuité, la lutte contre la corruption, la démocratie, l'ouverture de l'espace public pour les manifestations publiques, l'expression, la libre expression, la liberté d'expression. Mais quand même aussi, on a parlé de tout ce que vous dénoncez tout à l'heure. Vous parlez des vols, vous parlez de l'escroquerie, c'est-à-dire vous maîtrisez le contenu des termes que vous utilisez, parce que c'est des prélèvements qui ne répondent pas par rapport à la loi. Alors, qu'il y ait des dénonciations, qu'il y ait des procès dans les 100 jours, je ne vous pose pas la question, mais je vous demande tout simplement de faire un petit bilan à mi-parcours de ce qu'a été la gestion du président de la République, 3 ans à la tête de ces pays. On va se séparer par là. Nous avons eu une embellie, en dépit du processus électoral que nous avions tous contesté. Au moins, c'était quelqu'un qui était issu du combat pour l'alternance. Et donc, ça nous rassurait. Il y a eu alternance. Il y a eu alternance du moment où c'était pas Chadari. En tout cas, même si il fallait contester Félix Tshisekedi, ça devenait compliqué. Et ça a été compliqué. Et donc, on s'est dit, au moins, c'est quelqu'un qui connaît le combat. Il est dépositaire d'un double héritage. L'héritage du combat des 13 parlementaires. Et il est aussi dépositaire du combat des martyrs de l'alternance lors des revendications pour la tenue des élections, et notamment lors des marches organisées par les CLC. Donc il est aussi notre fruit, il est notre produit. On avance. Il y a eu un début d'embellie. Les cachots de l'ANER, les cachots secrets, etc. ont commencé un peu à reculer. Ce n'était plus aussi évident. Il y a eu la rupture avec l'UFCCCH. Voilà. Sur ce plateau ici, je vous avais dit, la majorité parlementaire FCCCH n'existe pas constitutionnellement, parce qu'elle n'a jamais été mise en place par une mission d'information pour en identifier les composants. Kaboun l'avait constaté à Kingakati. Oui, donc autrement dit, un mécanisme parallèle, totalement périphérique et étranger au droit. Ça fait partie des greffes qu'on lui reproche aujourd'hui par son parti. Né-moi auditour. Alors, maintenant, nous nous retrouvons dans quoi? C'est ça la situation. Pour résumer, nous, les CLC, vous vous rappelez, nous avions organisé une première marche sur l'affaire des 15 millions. Oui. Où nous avions déjà dit qu'il y avait des signaux alarmants dans la gabégie et dans la désinvolture pour la gestion des fonds de l'État. Et que ça, ce serait dangereux. Le président de la République, s'il avait vraiment un chantier urgent, c'était les chantiers de la lutte contre la corruption. Et il a eu 2 leviers. Procès des 100 jours, IGF. Ça a été ces 2 leviers. Mais aujourd'hui, procès des 100 jours, le tombeau est vide. Il n'y a pas d'autre manière de résumer ça. On a eu des procès.
on a eu des jugements. Les personnes impliquées par ces décisions de justice sont soit dehors, soit dans la nature. Et s'ils sont dehors, c'est sur base des arguments juridiques totalement contestables. Donc nous nous retrouvons 100 jours, tombeau vide. L'IGF, qui était un levier important, bat de l'aile. L'IGF a été chassé de la présidence, alors qu'il devrait en contrôler les finances. Or, aujourd'hui, les cris et les griefs, y compris par les camps du président de la République, se portent davantage sur la gestion de fonds au niveau de la présidence de la République. Des conseils du président. L'ODEP a fait des rapports. Même la famille politique du chef de l'État conteste la manière dont les conseillers gèrent des projets voilà. et tout. Lorsque j'ai fait une analyse rapide entre le 20 décembre et le 10 janvier, si je dois résumer les choses, nous avons DJ Trouble King, ouais. L'affaire de la francophonie. On n'a pas fini avec les DJ Trouble King. Le président de la République va au Kasaï. Toute la population lui dit « Vous êtes environné de voleurs ». Sa délégation est conspuée. Ce n'est pas fini. Menacé par les abeilles. Ce n'est pas fini. Oui. Vous me perturbez. Ce n'est pas fini. Des conseillers menacent de se battre au niveau du barrage de Katende. Ce n'est pas fini. Marcelin Bilomba et l'affaire des écoles de combien de millions c'est 15 millions, je ne sais plus. 15 millions. Pendant qu'on espère que tout ça va se calmer, le poisson de décembre se transforme en poisson d'avril. Terminé. Pendant qu'on espère que tout ça va plus ou moins se calmer, RAM continue. Et tout à coup, alors qu'on se dit, bon, reprenons les choses, maîtrisons-nous, qu'abondent des armes la garde républicaine. La garde républicaine. Et la garde républicaine décide d'aller faire une vendetta à la résidence d'un élu de la République, membre du bureau. Nous sommes dans un état de droit. Et ce n'est pas fini. En définitive, non. En définitive. Nous voyons tout un parti du chef de l'État arborer des insignes nazis au siège du parti pour attaquer son actuel président AI. C'est dangereux. Ce n'est pas des signaux positifs. Est-ce qu'il y a encore le temps de grâce ou bien il a encore le temps de convaincre? Il reste une année et demie parce que la dernière année, il faut aller aux élections. La politique, c'est pas comme un match de foot où on s'est dit les léopards peuvent toujours marquer même au temps additionnel. Okay. Mais le président est en fonction, il assume pleinement son mandat, il doit continuer parce qu'il doit être au service de la nation. Okay? Des signaux ont été malsains. Nous nous sommes révoltés, insurgés surtout pour l'affaire de la CENI, où on a bien vu qu'on a ici essayé de transposer la logique qui était celle de Joseph Kabila, avoir une CENI à sa botte, une CENI de son obédience, débaucher les politiciens et espérer, en utilisant les méthodes du passé, dont on connaît les résultats, on pense qu'on va avoir des résultats différents. La seule chose qu'il faut comprendre, vous, moi, n'importe quel citoyen congolais, le seul jour où nous sommes à égalité parfaite, c'est le jour où nous partons voter. Et donc, on ne peut plus autoriser. Nous sommes dépositaires du martyre, du sang des citoyens congolais qui ont été tués jusque dans les parvis des émigrés. Ils ne voulaient pas être président de la République, ni député, ni ministre. Ils voulaient juste que nous puissions voter et que nos voix comptent. Donc, on ne va pas du tout permettre de prolongation indue du mandat et on ne va pas permettre d'avoir une CENI au bottes. C'est une erreur de croire que nous allons lâcher ça. Très bien. Ouf. Les termes et les mots sont très forts, hein, maître Hervé. Merci à vous, madame, messieurs. Cette émission est terminée, et la deuxième de la semaine. Je recevais pour vous maître Hervé Diakessé. Hervé Diakessé, avec qui on a parlé de ces sommations judiciaires émanant du tribunal de commerce de Kinshasa vis-à-vis des télécoms. On a parlé de ce bilan à mi-parcours du président de la République, 3 ans, des états généraux, de la presse. On n'a peut-être pas eu suffisamment le temps d'en parler davantage, mais également un tour du côté de la CEDEAO, le Burkina Faso, là où les hommes en kaki reprennent du poil de la bête. En tout cas, ça risque de contaminer encore d'autres États face à l'immobilisme de l'Union africaine et de son président en exercice, qui est Félix Antoine Tshisekedi.
pendant que la CEDEAO il souffre le chaud et le froid sur certains coups d'État sous sa région. Madame, Messieurs, je vous dis grand merci d'avoir été de nôtres. Dadé Goussaka a été derrière la caméra gauche. Moro Njambe, que j'appelle le maestro, nous a proposé ces belles images. Caméra principale et caméra droite. Réalisation Doudou Montiri, coordination Romé Makonda. 9h30, prenez rendez-vous avec votre magazine demain. Avec le même plaisir. Au revoir.